Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jérôme Dumont, le fondateur de One More Thing Studio et également le co-auteur de ce livre dont beaucoup de gens ont parlé cette année, la 25e heure. Bonjour Jérôme. Bonjour Mathieu. Je suis ravi de te recevoir. Est-ce que je peux te demander de te présenter pour commencer ? Tu peux, je pense que c'est un bon démarrage. Du coup, j'ai 34 ans. En quelques mots sur moi, j'ai fait un parcours un peu standard, c'est-à-dire que j'ai fait une école d'ingé. Et à la suite de cette école, au lieu de trouver un boulot comme tous mes collègues, j'avais pas trop envie de rentrer dans le marché, de me retrouver dans une SS2I ou faire un truc comme ça. Et j'ai pris une année sabbatique et j'ai fait le tour du monde pendant un an. École d'ingé, c'était où ? T'étais où ? À Paris, ça s'appelle ECE, École Centrale d'Électronique. D'accord. Où j'étais diplômé en 2007. Ok. Et du coup, 2007, au lieu de rentrer dans le monde du travail, je suis rentré dans le monde du voyage et j'ai pris mon sac à dos et je suis parti un an faire le tour du monde parce que c'était le bon moment. Il n'y a pas d'appartement à gérer, t'as pas de taf ou il faut prendre un an de vacances, donc c'était le bon timing. Je sais pas si c'est une envie de liberté ou quelque chose qui est courant, mais beaucoup des invités de ce podcast ont fait ce type de voyage, je crois. Ouais, il doit y avoir des points communs entre. En fait, l'entrepreneuriat, c'est une forme de liberté, c'est le choix d'être son propre patron, de bosser 60 heures pour soi plutôt que 35 pour quelqu'un d'autre. Et voyager, c'est aussi une forme de liberté. Donc, c'est des gens qui ont des valeurs fortes de liberté en général, les entrepreneurs. Et une fois que j'ai fait ça, le tour du monde c'est fini. Je suis revenu, je suis rentré dans le monde du travail et j'ai bossé dans le digital, dans le web, où j'étais chef de projet technique, directeur de clientèle. Et au bout de quelques temps, donc dans des boîtes de quel type dans des agences web, des boîtes de com. Ok. Beaucoup. Ouais, j'ai bossé chez Microsoft pendant 6 mois. J'ai bossé chez Isobar du groupe Aegis. Ouais. Et chez Novactive. D'accord. Donc dans ce sens-là en plus. Ok. Et puis à force de bosser dans une boîte pour des gens et d'avoir une philosophie peut-être un peu différente. Tu commences à te dire, tu vois, j'ai rencontré Iman, qui est mon associé aujourd'hui, qui bossait chez Novactive avec moi. Et comme plein de projets, tu vois, on va boire des bières ensemble, et puis on commence à rêver, tu vois, typiquement, et si on ouvrait un bar ensemble, tu vois, ce genre de truc. Sauf que nous, c'était pas un bar, on s'est dit, tiens, si on ouvrait un studio et on ferait des applications mobiles nous-mêmes, mais avec une approche beaucoup plus, ce qu'on appelle le lean aujourd'hui, donc un mode plus itératif. Donc lean, c'est L-E-A-N, hein, c'est vraiment une méthode de dev, de gestion de projet et de voilà. Une méthode de réalisation de projet même. Hein. Plutôt que de partir sur tu me dis si je me trompe, mais plutôt que de partir sur un projet avec un gros cahier des charges très précis dans lequel on doit pas sortir parce que notamment on a contractualisé. On a donné un prix, on a dit cette application ou ce site internet vaudra 100 000 euros et puis du coup pas un de plus, pas un de moins. Du coup il faut être très précis et dans une approche lean qui peut être aussi comparée ou dans un univers connexe à tout ce qui est méthodes agiles, complètement, l'agilité. Bien tu fonctionnes plus par des sprints ou des choses où en gros tu lances une sorte de POC ou enfin tu commences un proof of concept, tu commences sur quelque chose de simple, puis tu l'améliores, puis tu itères. C'est un peu le principe de l'itération. Et du coup, ça te permet d'améliorer régulièrement et de pas être figé sur un cahier des charges qui va rester le même du début à la fin et après te dire ça c'était pas dedans donc je te facture en plus. Et du coup avec Iman on avait vachement cette philosophie de partir sur des projets beaucoup plus simples et de se dire c'est pas au client d'écrire le cahier des charges parce que il est peut-être plus fort sur l'univers de son métier, mais il connaît pas la technique, il connaît pas l'UX, donc l'expérience utilisateur. Et ça, c'est le boulot de la boîte avec qui il bosse. Et du coup, il connaît pas forcément non plus souvent les erreurs qu'on fait dans les projets tech, c'est qu'on part d'une hypothèse qui est pas forcément bonne. Ce que je veux dire, c'est que au bout d'un besoin où on se dit tiens, j'ai des tas de besoins, je veux fourrer tout ça dans ce projet. Et puis en fait, souvent il faut juste quelque chose de très simple pour commencer. Et puis après, on améliore en testant dans le réel et dans le dur. C'est exactement ça. Ton produit, ouais. Et du coup dans la boîte où on bossait, c'était pas
vraiment la philosophie. L'idée c'était plus, on fait un cahier des charges complet, enfin on reçoit un cahier des charges et puis après on exécute. Et je reviens là-dessus parce que c'est un projet une approche qui me passionne, mais Ouais. le mauvais côté, c'est que du coup, tu peux arriver sur un projet où tu vas dire, en effet, je vais faire un énorme truc qui va coûter 100, 200, 300 000 euros, et puis je le sors, et puis ça marche pas du tout. Et c'est un espèce de gros fail industriel, ce qui arrive très fréquemment, en fait. Ce qui arrive quasiment tout le temps. Et t'as aussi la surprise de il sort et ça marche pas, mais t'as la surprise aussi avant de il sort et c'est pas ça que je voulais. Oui, c'est ça. T'as l'effet tunnel, la boîte de dev bosse pendant 6 mois, t'as pas vu ton projet. Et même du coup l'approche d'avoir un truc beaucoup plus simple, de retirer des fonctionnalités, c'est ça qu'on imaginait. Et puis on s'est dit pour bien le faire, faisons-le nous-mêmes. Et donc en 2012, on s'est barré, on s'est dit vas-y, on va monter notre studio. Donc vous étiez ensemble dans la même boîte. Ouais. Vous avez dit on s'en va. Ouais. Et le même jour. Non, pas exactement. Il est parti un petit peu avant moi, en commençant un peu le projet de son côté avec le 3e associé. D'accord. Donc Iman, c'était le CTO aujourd'hui, donc c'était le lead développeur à l'époque. D'accord. Dans l'agence web. Et il s'est associé avec un ami à lui qui s'appelle Jérémy, qui était UX designer, enfin qui est toujours. Et donc ils ont commencé à monter le truc ensemble. Et moi je me tâtais. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais ? J'ai mon CDI, c'est confortable, je gagne bien ma vie, l'ambiance est bonne, la boîte est sympa. Ou je me lance dans une boîte où j'ai jamais monté de boîte, qui c'est qui va être le dirigeant ? Comment est-ce qu'on va trouver des clients ? Alors je sais très bien gérer un projet, gérer un client, toutes ces choses-là, mais quand tu montes une boîte, il y a plein d'autres choses. Et j'avais un peu peur, tu vois, c'est un peu le truc, tu te mets en haut de la falaise et tu sais pas trop. Et j'ai eu un énorme coup de chance, c'est que j'ai été licencié. Donc c'était un licenciement économique. La boîte à un moment elle est pas très bien, donc ils ont licencié les derniers arrivés, etc. On le prendra comme verbatim. J'ai eu un énorme coup de chance parce que j'ai été licencié. Ouais, la quote. J'ai eu la chance de me faire licencier. Et du coup, c'était le coup de pied au cul qu'il me fallait. Et du coup, je suis très content parce que si c'était pas arrivé, je sais pas si je me serais enterré là-dedans ou pas. Après, je dis ça en rigolant, mais c'est intéressant parce que tout le monde, généralement, tu te fais licencier, tu broies du noir, tu te dis qu'est-ce que je vais faire, etc. Et quand tu prends le recul, tu vois souvent que c'est à l'origine de beaucoup de déclics, quoi, de nouvelles. Déjà, tu le prends pas mal quand c'est un licenciement économique parce que c'est pas toi le problème, c'est la boîte qui a pas de thunes. Sachant que moi, j'étais directeur de clientèle, donc je ramenais des projets et je le faisais bien. Je savais que je rapportais plus que je coûtais, et que j'étais bon dans mon métier, donc ça allait. Donc je l'ai pas pris mal. Et en fait, le fait d'être vraiment sur la tangente, tu sais, de balancer sur la corde entre je reste dans mon confort ou je me lance dans l'aventure, là j'ai eu le petit coup de chassé dans le dos qui a fait vas-y, j'y vais. Et du coup on a démarré à 3 cette boîte. Voilà, on a brainstormé sur le nom, comment est-ce qu'on allait l'appeler, etc. Donc c'est vraiment toute la partie super cool. Ouais. Et puis tu vois. Donc eux ils bricolaient pendant ce temps, il y avait pas de boîte. Ouais. Ils étaient en freelance ou ils faisaient... La boîte n'existait pas encore. Ouais. D'accord. Exactement, c'était en freelance. Jérémy avait déjà une boîte, donc Iman bossait avec lui. Ok. Et quand je suis arrivé, on s'est dit est-ce qu'on continue la boîte de Jérémy qui tout seul, ou est-ce qu'on remonte un vrai truc? Ouais. Et je me suis dit si je me lance dans une aventure, on fait un nouveau truc, quoi. Ok. Comme tu vois, quand t'emménages avec ta copine, si jamais elle emménage dans ton appart ou t'emménages dans le sien, ça restera toujours un peu son appart, même si t'emménages ensemble. Alors que si t'achètes un nouvel appart ensemble et t'y vas, ça sera le vôtre. Ouais. Et la boîte, c'était pareil. Je voulais pas que ce soit notre boîte, mais c'est quand même à Jérémy depuis le début, etc. Donc on a fait un truc from scratch, 33% chacun, SAS. Pas de questions sur la répartition? Non, tu sais, moi je suis vachement une approche d'égalité, tu vois, il y a pas de raison qu'il y en a un qui gagne plus, même pour les salaires, tu vois. On s'est dit on se paiera la même chose, vu qu'on va travailler tous les trois. On s'en fout un peu des diplômes, du passé, de l'âge, etc. On part égalité. Donc ça, c'est des questions que les gens se posent. Tu vois, comme les questions est-ce qu'il faut s'associer ou pas. Moi, je pense que c'est une bonne approche. Sur le long terme, c'est à revoir. Tu vois, faut pas s'engager à vie sur ces choses-là. Mais quand tu démarres un projet à 3, tu partages. Et puis nous, on avait l'avantage avec Iman d'avoir Pôle emploi qui nous a aidé la première année, donc de pas se prendre de salaire. Ce qui fait que ça gonfle un peu ta trésor. C'était qui votre premier client? Notre premier client, je crois qu'on en a eu 2 à peu près en même temps. Il y en a un, c'était Chantel, qui est une grande marque. Alors c'était via quelqu'un qui nous avait ramené le projet. Et ça s'est super bien passé. Et du coup, on a bossé pendant 2 ans on faisait le catalogue iPad, une appli iPad, c'était le catalogue des nouvelles collections automne-hiver, printemps. D'accord. Donc le développeur s'est éclaté de bosser sur des filles en sous-vêtements. Et ensuite, il y avait un autre projet qui s'appelait Read à l'époque, qui s'appelait Glose maintenant. Ok. Qui est une application qui permet de lire des livres, de les commenter, de les partager. D'accord. Et
Et du coup, le premier client, tu le trouves vite après le début, enfin, parce qu'en plus faut noter, c'est pas facile. C'est-à-dire que autant un projet web, quand t'es, enfin, un site internet, un site mobile ou quelque chose comme ça, quand tu veux en faire un, en mode très, enfin, avec un freelance, tu peux te sortir un truc pour 2 000 euros, pour 5 000 euros, selon ce que tu veux, 10 000 si c'est un gros site plus compliqué, voire beaucoup plus. Après, ça va jusqu'à des centaines de milliers d'euros, mais c'est compliqué. Une appli, on est d'accord que c'est quand même tout de suite un truc qui nécessite beaucoup plus de jours, beaucoup plus de travail, et donc tu sors pas une appli à 2 000 euros, quoi. Non, ça n'existe pas. Ouais. Ça, on fait pas. Donc du coup, pour la vendre, c'est pas, enfin, je veux dire, l'escalade, bon, la chance que t'as peut-être à cette époque-là, c'est qu'il y a jamais eu assez de développeurs d'appli, j'ai l'impression. Mais... En fait, c'est ça. C'est que on était en 2012 et c'était le début du mobile. Tu vois, l'iPhone était sorti en 2007. Les applis, ça commençait. Et de plus en plus de gens. En plus, c'est le moment où tu sais, tout le monde veut monter sa boîte. Ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Et quand tu as ta boîte, souvent c'est que t'as besoin d'un site ou d'une appli. Et, tu sais, c'est un peu la métaphore de la ruée vers l'or où ceux qui ont gagné vachement de thunes sur la ruée vers l'or, c'est ceux qui ont trouvé l'or, mais aussi les vendeurs de pioches. C'est surtout les vendeurs de pioches et de pelles, ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, nous on se place en vendeur de pioches où tout le monde veut son appli mobile, tout le monde veut le Facebook Dream, tu vois. Et du coup, on s'est placé au milieu en disant nous, on a une expertise, on est super fort, donc on va faire le mieux pour que ton truc marche. Donc des applis sur iOS et Android. Ouais, c'est ça. Sur des technos natives, ce qu'on appelle natifs, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc, alors quand on a démarré, on faisait que du natif. Donc en Swift, Objective-C à l'époque, qui était le langage d'iOS, maintenant Swift, et Java pour Android, et du Kotlin maintenant. D'accord. Ça veut dire que donc si vous avez un téléphone iOS, c'est une techno qui est vraiment une techno Apple qui est derrière, et sur Android, c'est une techno plus dédié à Android en tout cas. C'est ça, exactement. Donc deux pour faire la même application sur deux téléphones, c'est deux devs complètement séparés. Sur le côté front, dans le côté mobile, oui. Après le développement serveur, c'est le même. Et depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, on s'est ouvert aux technos qu'on appelle un peu hybrides. D'accord. Avec ce qu'on appelle du React Native, qui permet de coder en JavaScript et d'avoir sur les deux plateformes. D'accord. Et donc ça, c'est One More Thing. Ça s'est développé. Vous l'avez développé depuis 2012. Ouais. Et vous êtes donc, vous êtes aujourd'hui, tu m'as dit, une dizaine de personnes. Ouais, c'est ça. On est 12. Donc, comme je te dis, on a démarré à 3. On était chez Iman sur le canapé en caleçon avec nos ordinateurs sur les genoux. Et puis on a eu nos premiers clients, puis notre premier stagiaire, puis au bout de quelques mois notre premier CDI. Le plus grande angoisse de ma vie. T'étais aussi en caleçon sur le canapé ou? Non, on a mis les pantalons. D'accord. Et on a trouvé des vrais bureaux à ce moment-là. On partageait avec des potes qui avaient des boîtes aussi, du UX design, de vidéo. Et en fait, recruter ton premier CDI, ça te met un peu la pression parce que t'es en France et tu sais que tu t'engages et que ça marche pas et que c'est compliqué tout ça. Et j'ai mis vachement de temps à me lancer à dire. En fait, je me suis dit, je lance une boîte pour qu'elle marche. Donc pour qu'elle marche, il faut que je me donne les moyens. Ouais. Et si je freine tout en me disant mais si ça marche pas, je me donne pas les chances d'y aller. Donc on s'est dit on y va et on verra ce que ça donne et on met toutes les chances de notre côté. Et c'était le meilleur choix que j'ai fait au lancement de la boîte. Donc voilà, donc on était 4, puis après on a grandi, 5, 6, et puis on a déménagé, puis maintenant on est 12. Et voilà, ça se passe bien. Très bien. Et du coup aujourd'hui vous avez un grand panel de clients, je crois quand même, beaucoup de startups, je crois. Ouais, alors on a dû faire, un peu plus de 200 apps maintenant. Avant, c'est vrai qu'on faisait moitié site web, moitié appli mobile au début. Maintenant, on fait à 90% des applis mobiles. D'accord. Des sites web, on va faire des petites landing pages, des WordPress et tout, mais c'est pas notre spécialité. Il y a des gens plus forts que nous là-dedans, donc tu vois, on fait pas site e-commerce, on sait pas faire, on préfère renvoyer vers des gens. Mais c'est ce qu'on fait, nous on fait exactement l'inverse chez Cosa Vostra, c'est que on fait des sites marchands et des sites moyens et gros pour des clients et puis si tu fais du marchand, j'ai un business pour toi tout à l'heure. Ce podcast est une très bonne idée. Non, mais tu vois, j'aurais autre chose pour toi d'ailleurs en l'occurrence après, mais on va pas en parler devant tout le monde. Un peu de pudeur. Et donc du coup One More Thing, c'est une agence que vous montez tous les trois, mais vous êtes plus tous les trois opérationnels, c'est ça? C'est ça. En fait, Jérémy, l'UX designer, est parti il y a 2 ans et demi vivre à Amsterdam. D'accord. Et donc on a un peu débattu au début sur est-ce qu'il continue à distance, comment ça va se passer. Et finalement on a conclu tous les trois qu'il quittait la boîte en tant que employé. Donc il est toujours actionnaire de la boîte, mais du coup il vit sa vie de l'autre côté. Pourquoi il a pas ouvert Amsterdam quoi? C'était un des sujets d'ouvrir Amsterdam, mais bon il y avait encore les barrières de la langue
Et il y est Peut-être toujours un peu tôt pour nous. Il est toujours, ouais. D'accord. Mais maintenant, il bosse dans une boîte, on s'est dit. D'accord. Et du coup, vous avez décidé de vous séparer en tant qu'opérationnel, mais pas en tant qu'actionnaire. Et après, c'est jusqu'à nouvel ordre, quoi. C'est ça, voilà. Okay. Et tu me disais tout à l'heure quand on préparait un peu cet échange que votre envie est de rester relativement stable en termes d'effectifs. En fait, donc là avec la boîte, pardon, j'encadre un peu tout ça parce que la manière dont on s'est contacté et donc je t'ai contacté, c'est que d'ailleurs je dois remercier Margot Janssens, je sais pas exactement comment je le dis, excuse-moi Margot, qui m'a filé la 25e heure, donc qui est un bouquin que tu as co-écrit, j'en ai parlé tout à l'heure en intro, et du coup j'ai contacté, donc vous mettez une adresse email dans le bouquin, et en lisant le bouquin dès le début, je me suis dit je vais leur envoyer un email, c'est pas mal ce truc. Donc du coup t'as quand même une approche de l'entreprise, une vision de l'entreprise, une vision de la productivité assez unique parce que vous avez interrogé beaucoup de monde, tu vas me l'expliquer, mais du coup c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de voir un peu ta vision sur qu'est-ce que vous voulez faire de One More Thing et comment t'organises tes équipes, quel est l'impact d'un livre comme ça sur ta vie, sur peut-être tes employés, tes associés, etc. Ouais, effectivement, donc il y a toujours des liens entre les différentes choses. Tu vois, je te parlais même d'un festival que j'organise où il y a aussi des liens entre ma manière d'organiser le festival, comment le bouquin est écrit et comment je vois ma boîte. On va venir là-dessus. Alors, le festival Opal, tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Okay. On y viendra. Plein de projets. Et du coup, la boîte, l'idée, c'est que on essaye progressivement de la transformer en ce qu'on appelle une entreprise libérée. Oui. Donc, alors, je suis pas fan de mettre des labels et des étiquettes, mais en gros, l'idée, c'est de tuer complètement la hiérarchie dans la boîte et d'être complètement à plat, de plus avoir de boss. Et du coup, que tout le monde puisse prendre des décisions sur n'importe quel sujet. Voilà, que ce soit stratégique ou autre. Sachant que c'est assez, l'entreprise libérée, c'est quand même très, on est dans quelque chose d'assez radical hein, quand même. Hein. C'est pas, on n'est pas à moitié libéré quoi. Hein. C'est. Pour l'instant, on est en transformation. Process, ouais. C'est ça. Tu vois, typiquement, les questions que tu te poses, je fais juste parenthèse là-dessus, hein, mais de dire il y a plus de boss, c'est super cool, ça a l'air simple, mais du coup t'as des questions sur qui recrute, qui licencie, qui décide de ton salaire, qui tranche dans les décisions. Si t'as plus de boss, il faut trouver des moyens. Et du coup, quand est-ce que tu pars en vacances, combien de temps tu peux partir en vacances, quels sont tes horaires. Il y a un type qui est super, je sais pas si tu connais, alors qui est souvent invité dans des podcasts en anglais, qui s'appelle Ricardo Semler. Qui est un énorme entrepreneur brésilien et qui laisse notamment dans cette optique les personnes choisir dans la boîte les salaires de tout le monde quoi. Donc on peut choisir son salaire, en fait c'est des groupes qui ont des masses salariales par groupe et qui s'attribuent entre eux de manière estimée juste et équitable quoi. Mais après les salaires sont publics entre eux. Ouais, forcément. Non, on n'en est pas encore là. Les salaires aujourd'hui sont pas encore décidés par les gens. Moi je tends à ça, j'aimerais bien que d'ici la fin d'année prochaine, les gens décident eux-mêmes de leur salaire. Après la transition, et voilà, il faut la faire progressivement. Mais on le fait sur d'autres sujets, sur les vacances où les gens, je valide plus les congés des gens. Ils choisissent eux-mêmes. Ils doivent solliciter l'avis de leurs collègues à qui ils bossent pour être sûr que ça pose pas de problème. Mais quand ils voient que c'est bon, ils les posent et je valide pas quoi. Et quand tu dis solliciter l'avis, ça veut dire c'est pas demander l'autorisation, mais ça veut dire qu'il y a même pas de trace écrite ou quoi. Ils se débrouillent entre eux et puis voilà. Ils te préviennent quand même pour que tu saches ou même pas. En gros, c'est important de transmettre l'information, mais c'est pas une demande. D'accord. C'est pas une autorisation, c'est ils m'informent. On est 12, donc on le sait, on parle sur Slack. Tu le vois dans Google Agenda, donc il y a pas de surprise. Mais je dis pas non quoi. D'accord. Enfin, je dis pas oui non plus du coup. D'accord. Et du coup, en fait, je disais ça parce que le fait d'être sur ce modèle-là, la vision de la boîte, on l'a définie aussi ensemble. C'est pas moi tout seul ou moi et mon associé qui disons on va là et c'est comme ça que ça va se passer. On le fait ensemble, on fait des ateliers ensemble avec des post-it et des choses comme ça. Et on s'est dit la vision de notre boîte, c'est qu'on voudrait être éditeur et devenir vivre de nos propres applis et de continuer aussi d'aider les porteurs de projets. En gros, la raison d'être de la boîte, c'est qu'on adore aider les porteurs de projets, les startups, n'importe qui à réaliser leurs projets. Donc là, c'est des applis mobiles aujourd'hui. On est très fort en UX, très fort en dev, donc tout le savoir qu'on a, on adore le transmettre pour que les gens réussissent leurs projets. Et la vision qu'on a pour nous, c'est de sortir nos applis et puis à un moment d'en vivre et de plus dépendre de nos clients pour le faire. La différence donc entre un
une sorte une agence ou un producteur et un éditeur d'app. Un éditeur, c'est quelqu'un qui a ses propres applis qui lui appartiennent et qui sont monétisés généralement d'une manière ou d'une autre, et qui permettent d'avoir son socle de revenus, qui ne dépend plus du coup de trouver de nouveaux clients en permanence pour l'agence, parce que la problématique que vit une agence comme One More Thing, comme Cosa Vostra sur certaines choses, c'est que sur une partie de nos métiers, c'est que quand un projet est fini, oui, t'as de la maintenance, t'as un certain nombre de choses, mais en fait, tu dois toujours trouver un autre projet, puis trouver un autre projet, puis trouver un autre projet, ce qui est éprouvant. Et puis en plus, en termes j'imagine que tu vis ça aussi en termes d'exécution et d'approche intellectuelle, souvent tu ne fais que des projets pour d'autres qui ne sont pas les tiens. Donc tu dois par moment faire des choix, enfin on fait des choix pour toi que tu estimes pas forcément bons, ou voilà, et donc c'est toujours un peu c'est souvent un peu frustrant en fait. Alors là c'est sur ce point-là où on essaie de se différencier des boîtes où je bossais avant. Déjà, on accepte que des projets qui nous plaisent et en accord avec nos valeurs. Vu qu'on n'est pas très nombreux, on a une bande passante pas énorme, donc on peut pas prendre 20 projets en même temps. Donc c'est-à-dire que si un projet nous plaît pas vraiment, si personne veut le prendre, on le prend pas. Et quand on les fait, le One More Thing, donc le nom de la boîte, il vient du clin d'œil à Steve Jobs qui disait One More Thing à la fin de ses keynotes. Oui. Mais ça vient aussi du fait que on essaie d'apporter quelque chose en plus. Donc on travaille pas sur cahier des charges. On estime que c'est nous les meilleurs en choix techno, en choix expérience utilisateur, en habitude des utilisateurs iOS, Android, en guidelines, etc. Et du coup, on a notre mot à dire. Et donc on est rarement frustré. On peut être frustré sur l'idée de la personne en se disant je suis pas sûr que ça marche, mais qui on est pour juger si l'idée marche ou pas, quoi. Et du coup, en termes de modèle économique, ça veut dire que tu fonctionnes pas sur un mode de forfait. Donc on travaille vraiment en mode agile. Ouais. C'est-à-dire qu'on travaille sur forme de sprint. Ouais. Et on coupe notre prestation en 2 parties. La première, c'est de dire, on sait pas combien de temps on va passer sur ton projet, donc on sait pas combien il va coûter. Donc ensemble, on va faire ce boulot-là. C'est ce qu'on appelle nous le sprint design. On s'est inspiré des modèles de Google Venture, du design sprint. Et c'est un boulot qui se fait à peu près sur 1 mois. Okay. Où on démarre en faisant des réunions avec le client pour comprendre c'est quoi le projet, quelle est sa cible, c'est quoi sa proposition de valeur. Ensuite, on va passer un peu de temps, quand je dis on, c'est les UX designers qui vont faire de la user research, donc de la recherche utilisateur, appeler les gens, savoir c'est quoi leurs problèmes, quelles sont leurs habitudes, comment ils utilisent les applis. Et quand on a ces informations, on démarre ce que des gens appellent le cahier des charges, avec le client dans un atelier qui s'appelle le story mapping. Donc un atelier du UX design qui prend un gros après-midi où on met plein de post-it au mur, on définit le parcours utilisateur, les grandes étapes. Donc il y a plein de termes start-upper, donc c'est la customer journey. L'expérience, oui, on appelle ça. C'est pas l'expérience utilisateur, le customer journey, c'est le parcours utilisateur. Ouais, le parcours, oui. Et donc on fait le cas principal de je m'authentifie dans l'application, je vois les barres sympas autour de moi, je peux le mettre en favori, donc tu vois toutes ces choses-là. Et puis après on réfléchit à les 4 bords, les edge cases. Qu'est-ce qui se passe s'il y a pas internet quand je lance mon appli? Qu'est-ce qui se passe si quand je fais une recherche j'ai pas de résultat? Parce que si tu penses pas à ça, c'est le développeur qui va se le taper, et le développeur c'est pas son métier de trouver la meilleure solution. Alors que l'UX designer il peut se dire s'il y a pas de résultat, je vais en profiter pour mettre une petite animation un peu sympa ou lui suggérer le bar le plus proche qui est un peu plus loin ou une chose comme ça. Et voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a des designers qui commencent à bosser sur les wireframes, donc la version. C'est hyper important ce que tu viens de dire, pardon. Sur t'appelles ça les edge case. Edge case. Ouais. C'est qu'en effet, souvent, quand tu développes un certain nombre de choses et que tu as un client, on te dit, oui, on prend pas en considération un grand nombre. C'est pas écrit dans le cahier des charges. Voilà, c'est pas écrit. Et ce qui est pas écrit, tu vois, c'est comme dans la vérité des jugements, quoi. T'as pas des zip, quoi. Mais c'est exactement ça. Et du coup, souvent, c'est le directeur technique ou le dev ou quelqu'un qui arrive, qui est sur le truc, qui te dit, mais je fais quoi dans ces moments-là? Ouais. Et quand t'es sur cahier des charges, du coup, est-ce que c'est au client? Le client, il va dire, non, mais ça va de soi qu'il fallait le faire. Toi, t'as dit, mais je l'ai pas estimé. Ouais. Et c'est parce qu'il a fait le cahier des charges et c'est pas son métier. Et du coup, en plus, souvent, t'arrives sur des mauvais choix parce que, en l'occurrence, le dev est pas forcément UX ou, pas toujours, il a pas forcément une bonne sensibilité UX et puis c'est pas forcément, c'est pas son métier, donc il va pas faire le bon choix. Ouais. On est très technique là, mais c'est intéressant. Et du coup, tu as un exemple très simple.
le cas de y a pas internet dans mon appli. Ouais. Quand on le fait pour quand on a bossé pour je sais pas Fortuneo ou Donc, pour la caisse je reprends, pardon. C'est quand tu dis y a pas internet, c'est que je suis sur mon téléphone et je suis pas connecté parce que je suis dans une zone non couverte. Ouais. Ou, voilà. Ok. Comment est-ce que je gère l'application à ce moment-là? On a fait une appli pour Fortuneo pour la caisse d'épargne. T'as un petit bandeau rouge en haut qui dit veuillez vous connecter à internet, un truc un peu formel. Ouais, c'est une appli de banque, on n'est pas là pour rigoler. Et pour l'appli qu'on a faite pour Merci Alfred de My Little Paris, t'as la photo d'un mec sur la plage avec son téléphone en l'air qui dit il y a écrit sors de ton trou. Ouais. Et tu vois, ça c'est le genre de petit truc un peu sympa qui donne une identité à ton app. Et si tu penses pas à le faire au story mapping ou dans la phase de design, ça sera jamais fait, ça sera mal fait, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire le sprint design. Donc on fait tout ça. Et une fois qu'on a tous ces post-it, c'est cool, mais à un moment ça tombe du mur et puis on a besoin de notre mur. Donc on les met en ligne dans un outil qui s'appelle Trello. Ouais. Très utile. Trello, c'est des post-it version internet. Et ensuite, c'est les développeurs qui vont regarder chacun de ces post-it, qui sont des user stories. Donc c'est une manière de formuler des fonctionnalités. Ils vont estimer la charge de travail pour dire est-ce que c'est facile à faire, est-ce que c'est long. Donc nous, on bosse en taille de t-shirt, S, M, L, small, medium, large. En tant qu'utilisateur, je peux m'authentifier avec mon login mot de passe. C'est un S, on l'a fait 1000 fois, c'est facile. Ouais. Je peux activer ma géolog pour voir machin, c'est un S, etc. Et quand on a fait tout ça, on peut dire, pour développer tout ton projet, on sait qu'il nous faut tant de temps. Et un S, un M et un L, c'est un nombre de jours derrière ou c'est un nombre d'heures ou c'est des points de complexité. D'accord. Donc après, en fonction des développeurs qui vont bosser dessus, c'est traduit d'une manière ou d'une autre pour qu'à la fin, ça devienne un nombre de jours. Ouais. Et ça, c'est votre technique à vous ou c'est quelque chose que tu as vu quelque part ou c'est un mélange de plein de trucs. Donc on s'est inspiré de pas mal de livres et de méthodes agiles. On a rencontré des coachs agiles qui nous ont vachement aidés. Mais cette manière de faire, c'est propre à nous. Ouais. Ok. Et du coup, donc les 2 premières années chez Honorthing Studio, j'ai gardé les mauvaises habitudes de ce que je faisais en agence. Et à un moment, on a dit mais c'est ma boîte, je fais ce que je veux et je vais tester un autre truc. Et on a fait ça et ça a tout changé. Parce qu'une fois que t'as fait tout ce boulot-là, que t'as tes maquettes, ton design et que chaque user story est écrite et pensée et détaillée et que t'as estimé la charge de boulot, tu te plantes pas d'une demi-journée sur ton développement, quoi. Et plus tu le fais, plus t'es précis. Et après tout ça, on le découpe en sprint. Donc un sprint, c'est une durée de 2 semaines. D'accord. Et on sait que en 2 semaines, si on met tel et tel développeur, on peut faire tant de user story. On peut faire 5 M et 3 S par exemple. Et une fois que tu sais ça, tu sais que ton projet va durer 8 sprints. Ouais. Et donc à nos clients, on vend pas un forfait pour dire on te vend ce qu'on a écrit là, parce que dans la vraie vie, le truc va bouger. Mais on te vend 5 sprints ou on te vend 3 sprints et t'en reprendras après. Ouais. Ce qui veut dire que donc à chaque fin de sprint, on lui montre son appli, il peut la regarder, la tester et nous faire des retours. Et une fois qu'il l'a testé, il va nous dire ah j'ai pensé à une feature, ça serait bien qu'on puisse je sais pas partager sur Twitter quand on a fait tel truc. On va lui dire bah ça c'est un S ou un XS. Du coup ou on le rajoute et ça fera peut-être un sprint en plus à la fin, ou tu le remplaces par un autre XS dont t'as plus envie. Et finalement bah ton projet ne change pas en taille ni en budget, mais le scope a bougé. Alors que quand t'es dans la méthode cycle en V dont on parlait tout à l'heure, c'est mort, c'est dans ton cahier des charges, c'est noté, t'es engagé dessus quoi. Donc voilà un peu la méthodologie qu'on utilise et qui marche bien. Et du coup, ça veut dire, je reviens sur le pricing parce que c'est quelque chose vous arrivez à pricer après le sprint design finalement. C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, de manière à peu près efficace et concrète. De manière super précise. Oh, du coup, le sprint design, on le vend. Là, on se plante pas trop parce que c'est du design. Donc, une fois que t'as compris le projet, tu comprends le nombre d'écrans, tu sais à peu près ce qu'il y a dedans. S'il manque la fonctionnalité, je peux me téléporter, c'est un bouton, ça prend 2 heures. Par contre, si dans le dev, t'as oublié de le faire, je peux me téléporter, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre pour un certain nombre de clients parce que en l'occurrence, que ce soit forfait pour des raisons, tu vois, budgétaires ou souvent on a besoin de s'engager dès le début sur quelque chose de très précis. Enfin, ce qu'on va nous dire et finalement. Pour nous, c'est pas toujours possible. On va pas rester là-dessus trop parce que je pourrais en parler des heures et puis ça va concerner un certain nombre de personnes très précis. Et du coup, dans tout ça, tu te retrouves à un moment. Alors, je voudrais revenir sur l'entreprise libérée avant d'arriver sur la 25e heure. Dans tout ça, tu te retrouves à un moment à te dire, on va aller sur ce type d'entreprise. Pourquoi en fait, ça c'est venu assez naturellement. Déjà quand t'es CEO, finalement tu fais plein de métiers. Donc tu t'occupes du sales, du commercial, de ramener ton business, mais de ton équipe. Et puis à un moment faut changer de bureau, ou penser à la déco, ou acheter du café, ou trouver un partenaire, ou investir dans du matériel, ou définir quand est-ce qu'on va faire un séminaire.
Ou enfin, tu vois, c'est un million de décisions un peu différentes. Est-ce que je prends une DAF, ou est-ce que je mets mes tableaux de reporting, est-ce qu'ils sont bien faits? Et en fait, je suis pas le plus fort pour tout faire. Je suis pas le plus fort pour trouver ces idées, ni pour trouver les solutions. Et du coup, si tout est centralisé sur moi, on prend pas forcément les bonnes décisions. Et il y a peut-être même des idées en plus auxquelles j'ai pas pensé. Et le fait de décentraliser, de décharger ça sur toute la boîte, ça permet à tout le monde d'apporter des choses et de faire des choses en plus, quoi. Et il n'y a pas une approche, je trouve ça hyper intéressant, et voilà, je fais l'avocat du diable, mais il n'y a pas aussi une approche de divertissement ou de défocus plutôt pour ceux qui je sais pas, par exemple, vraiment sont dev ou très UX, ou qu'on des tâches très normalement, voilà. Et si tu décentralises tout ça et que tu leur dis, aujourd'hui aussi, il faut que tu t'occupes du choix du café et du machin et du truc. Alors, ça leur aère l'esprit, c'est très bien, etc., probablement. Mais le fait de temps en temps centraliser certaines décisions, ça peut être aussi assez efficace. Alors justement, c'est pas ça. Ce que je faisais avant, c'était de me dire, tiens, il faut qu'on change de truc de café, et je donnais la tâche à quelqu'un de le faire. Ouais. Mais là, c'est toujours top down, c'est toujours moi le manager. Là, l'idée, c'est de dire, donc on fait des séminaires complets là-dessus, qui prennent plusieurs jours. On s'est fait accompagner par une boîte sur le café. Ouais, séminaire café. Des séminaires méga efficaces. 4 jours pour le choix du café. Des séminaires sur les stratégies et les choix de la boîte. Ouais. Et on s'est fait accompagner par une boîte qui s'appelle Fly the Nest, qui nous a vraiment aidé sur ce mode de réflexion. Tu me donneras Fly the Nest, je trouverai sur internet, je le mettrai dans les notes. Et ouais, des mecs super sympas qui nous ont vraiment beaucoup aidés. Et en fait, tu passes des après-midi à définir c'est quoi les grands sujets de la boîte. Ok, nous c'est le business, le côté éditeur, le bien-être au boulot, la communication externe, etc. Et on liste tous ces sujets. Et vu qu'on a défini notre vision long terme, court terme, moyen terme, on se dit sur chacun des axes comment est-ce qu'on y va. Et on fait ça tous ensemble. On a des post-it, on écrit, on rajoute. Et tu vois, sur le sujet communication externe, le résultat qu'on voulait avoir, c'est tout le monde ou le monde entier sait qu'on est très fort en UX design et en tech. Ok. Et du coup, tout le monde brainstorm sur quelles idées on peut faire. Et il y a un des employés, Axel, qui a dit tiens, si on faisait des meet-up test utilisateurs, comme ça ça montre aux gens qu'on est très fort sur ça, et ça fait venir des startups au bureau pour qu'ils testent leurs applis, et ça fait venir d'autres gens et on fait bière et pizza. Et l'idée, elle venait de lui, et il l'a fait, et il a porté le projet en entier, et du coup, ça fait 6 mois qu'on fait ça tous les mois, et ça cartonne, et ça fait venir des gens, et ça nous fait connaître. Mais en gros, c'est pas moi qui ai l'idée qui lui dit gère ce projet, c'est lui qui a choisi de le prendre. Et le fait que les gens choisissent eux-mêmes sur quoi ils bossent et ils choisissent le moyen qu'ils utilisent, du coup, ils sont vachement engagés. Donc du coup, on peut venir chez One More Thing une fois par mois, faire des tests utilisateurs dans le projet d'Axel, c'est ça ? C'est ça. Et on trouve ça sur votre site internet, sur votre page Facebook. Sur la page du site, il y a un lien Meetup. Et le prochain, ça doit être début octobre. Ok, cool. Mais c'est gratuit, il y a des pizzas et de la bière, et c'est cool. D'accord. Très bien. Et du coup, après l'étape ultime dans une entreprise, enfin un truc d'entreprise libérée. Alors j'ai lu une ou deux choses là-dessus. Je suis pas le plus renseigné. J'avoue que ça me fascine assez. Mais sur le capital, quelle est l'approche ? Elle reste identique ? Alors, le capital au sens capital de la boîte. Le capital de la boîte, ouais. Pour l'instant, ça change pas du tout. Mon avis change vachement là-dessus. En gros, mon idée, c'est le capital, ça sert pas à grand chose. Comme les actions dans la boîte, ça sert pas à grand chose. Ça sert au vote pour les décisions de la boîte, départ, et après pour les dividendes. Mais si tu te dis, on se prend pas de dividendes et tout le monde peut donner son avis, finalement, avoir du capital, on s'en fout, quoi. Oui, surtout qu'a priori, si tout le monde donne son avis et qu'il y a que 2 actionnaires ou 3 actionnaires, l'avis pour donner des dividendes, il est probable d'arriver, je veux dire, si ça ne touche que 3 personnes sur 12. Ouais. Enfin, et puis ça ferait moins égalitaire, donc on n'a pas une approche dividende, et le capital, c'est pas vraiment un sujet. C'est plus vraiment un sujet, d'ailleurs. Il y a une approche d'exit, mais à la fois c'est une société qui peut pas forcément se vendre facilement. Du coup, j'imagine elle vaut les gens qu'il y a là-dedans, quoi. Ouais. Si tout le monde se casse, c'est un peu une coquille vide. Bon, qui aura un beau portefeuille client, mais tu vois, donc ça vaut pas pareil. Très bien. Et du coup, on va parler de tes 2 autres projets, la 25e heure et le festival Opale, rapidement. Moi, ce que j'ai, là où j'ai vraiment le déclic qui m'a fait quand j'ai commencé à lire la 25e heure, qui m'a fait me donner envie de te parler, c'est de me dire, de voir ce petit truc où vous parlez d'écrire un bouquin en un week-end, qui a eu quand même un beau succès, hein. Je sais pas combien vous en avez vendu.
Là, on a dépassé les 20 000 ventes. Après, Bao est au taquet sur les chiffres, mais on est à 20 000 et quelques. Et du coup, vous avez écrit ce bouquin qui est en fait donc une sorte de digest, de résumé d'entretien que vous avez vu avec plus de 200 start-upers. Alors 300 maintenant, dans 300 la entrepreneurs. C'est ça. D'accord. Et donc l'idée, c'est de trouver. Moi, j'essaie de trouver les petits secrets avec ce podcast un peu plus large, pas que de productivité, mais vous êtes sur un focus très axé productivité. Comment je peux mieux travailler, peut-être moins travailler dans une certaine mesure. Exactement. En fait, au quotidien. Voilà, c'est un livre qui est très pratique, qui est très très bien écrit dans l'approche avec les. Alors dans un langage très start-up aussi, c'est-à-dire que finalement c'est pas familier, mais on reste dans on utilise des mots qui sont très, je dirais. Enfin, c'est pas hyper littéraire, quoi. Hein. On est dans un truc où il y a beaucoup de on et de choses comme ça. Ouais. C'est très bien. J'imagine que c'est voulu. Mais raconte-nous un peu, c'est quoi l'histoire de la 25e heure? Alors tu vas rire, mais l'histoire, ça a aussi démarré dans un bar. Le mec qui passe sa vie dans des bars. Non, quand t'es pas dans des bars, t'es chez One More Thing à boire des bières et manger des pizzas. Exactement. Donc cet homme est alcoolique. Hygiène de vie. Nul. Quand je te raconterai pour le festival, tu verras. Et du coup, j'étais avec Bao et Guillaume. Donc Bao et Guillaume, c'est des potes depuis presque 10 ans maintenant. Eux, ils se connaissaient, ils ont fait l'ESSEC avant. Et moi, je les connais depuis un bon moment. Et on est tous les trois des gros geeks de la productivité, mais tu vois, un peu genre geek extrême. Tu vois, on n'arrête pas de se partager des anecdotes entre nous quand on se voit, genre quand j'arrive chez moi et que j'allume mon four avant d'enlever mon manteau, comme ça le temps que j'enlève mon manteau, le truc il a fraîche. Ouais, d'accord. Tu vois, les mecs extrêmes, quoi. Et du coup, ça nous fait toujours marrer. Et à un moment, on était dans ce bar et on s'est dit tiens, si on montait un business ensemble tous les trois, tu vois, parce que Bao il bosse chez Hotel Tonight. C'est une start-up qui fait de la réservation de minutes. Ouais, exactement. Et Guillaume, il était chez Merci Alfred, il a monté une marque de fringues qui s'appelle Loom, éco-responsable. Et moi, j'ai One More Thing Studio, et on s'est dit, si on montait un truc ensemble tous les trois, qu'est-ce que ça serait? On s'est dit, ouais, un truc revenu passif, tu vois, où tu fais rien et t'as de l'argent qui rentre. Ah, trop cool. Quoi? On s'est dit, je sais pas. Un e-book. On fait un e-book, on l'écrit, on met un PDF en ligne, et puis après, on le vend et on voit ce que ça donne. Ah ouais, ça peut être marrant. Mais sur quoi? Et on a réfléchi, on s'est dit, mais attends, mais productivité, on est genre des oufs de ça, y a moyen de faire un truc vraiment bien. Et pour pas que ça devienne une idée d'un bar où on rigole, on boit notre pinte et on se barre, on a sorti les téléphones, on a dit, on se prend un week-end, on va en Normandie sur le terrain de mes parents, et on écrit le bouquin. On s'est regardé, on a fait, vas-y, go, on le fait. Quand on dit le terrain, c'est-à-dire ma mère a une maison de campagne. Ah d'accord, vous étiez pas sous la tente quand même. Non, on était dans une. Pour écrire, maison. Il faut quand même un minimum de. Mais sans internet. Ok. Et d'ailleurs, c'est sur ce terrain-là qu'on fait le festival Opal. Tu vois, tout est lié. Et du coup, on a pris le rendez-vous pour dans un mois. On part 3 jours avec la voiture là-bas. Et donc, avant d'y aller, on s'est dit, on n'a pas la science infuse. On est super fort en productivité. On a plein de bonnes pratiques, chacun un peu différentes. Mais il y a peut-être des gens plus forts que nous. Et on a réfléchi. On s'est dit, en fait, les start-upers, c'est vraiment les bonnes personnes parce que elles ont pas beaucoup de temps pour faire marcher leur boîte. Et tu sais, c'est une sorte de cash flow, quoi. Ils lèvent un peu des fonds ou si en quelques mois ou en 1 an ou 2 le truc marche pas, c'est mort. Donc c'est des gens qui sont obligés d'être super forts pour optimiser leur temps. Et du coup, les startups qui marchent bien et qui cartonnent, forcément, c'est des gens qui peuvent pas être nuls en productivité. Ouais. Donc on a contacté notre réseau sur LinkedIn, dans les potes, les proches, des gens sur des groupes French Startupers, etc. Et on pensait pas avoir autant un accueil aussi positif et autant de réponses. Alors des fois c'était par mail, des fois les mecs ils nous appelaient, des gens ils nous ont dit attends, on va boire un café, il faut qu'on en parle. Donc ça vous faites chacun ça en plus de votre boulot. Ouais. Donc dans la journée, parce que j'imagine les gens ils t'appellent pas juste le soir à 9h, donc faut quand même réorganiser un peu ton agenda aussi par rapport à tout ça. Ouais. Exactement. Parce qu'il y en a eu beaucoup en volume, quoi. Tu dis 200 sur la première version, 300 ensuite, c'est un certain nombre, ouais. En fait, les 200 premiers, c'était des Français, puisque le bouquin est en français, la 25e heure. Et il y a quelques temps, on s'est dit, gros succès, faisons la version américaine, version anglaise. En termes de revenus passifs, c'est plus intéressant aussi. Exactement. Et du coup, pour la version américaine, on s'est dit, on peut pas attaquer le marché américain en disant, il y a des conseils de start-upers français, genre, qui on est pour, ils vont nous prendre de haut. Je comprends. Et donc, on a contacté les mecs de Uber, de Airbnb, de Slack, je sais pas, Product Hunt. Ouais. Et tous ces gens-là nous ont répondu, nous ont donné des conseils. Tous les fondateurs. Tous, ouais.
enfin, tous ceux que je t'ai cités ont répondu. Mais comme en France, tu vois, Blablacar, La Fourchette, etc. C'est que des gens qui nous ont répondu parce qu'ils sont passionnés par le sujet. Et alors il y a des conseils qu'on nous a donnés qui étaient déjà dans le bouquin, d'autres qui ont complété. Des fois c'était juste des outils, genre moi j'utilise telle extension Chrome qui permet de faire ça. Et des fois c'est des mindsets. Moi je dis non à 9 rendez-vous sur 10. Et du coup ça a permis d'enrichir le bouquin et d'arriver à ces 300 start-upers. Et bon, avant d'arriver aux 300, on était aux 200 et on a pris la voiture, on était en Normandie. Mais t'as fait les 200 pas avant le week-end? En fait, on les a reçus un peu au compte-gouttes. D'accord. Donc, quand on est parti, on est arrivé en Normandie, on avait déjà un bon petit package. Ouais. Et on a profité du trajet. Tu vois, même notre week-end, il était optimisé. On avait commandé la bouffe en ligne pour que ce soit livré en arrivant, au drive. Exactement, dans un drive. Comme ça, quand on a pris la caisse, on s'est pas pris la tête à faire des courses, à passer du temps. On avait de quoi manger pour le week-end. On a sorti les laptops pendant le trajet, vu qu'il y a 2h30 de trajet. On a brainstormé sur c'est quoi le plan. Et en fait, on a trouvé c'est ce qu'on appelle nous l'équation de la productivité. Ouais. La première partie, c'est sur l'organisation, comment j'organise mes tâches, mon temps, mon agenda, mes to-do list. Le deuxième, c'est la concentration, comment est-ce que je reste focus, je coupe les notifications, je suis pas dérangé pour pouvoir être efficace quand je bosse. Et le troisième, c'est une fois que je suis organisé, je sais quoi faire et je suis focus et je peux bosser, comment je fais tout plus vite, donc l'accélération. On était 3, il y avait 3 chapitres, chacun en a pris un. Et tout le week-end, on a bourriné, donc c'était 1h30, 2 heures de rédaction, 20 minutes de pause où on discute et on se relie un peu, et puis on repart. Et on a fait ça pendant les 3 jours, enfin les 2 jours et demi. Et à la fin, il y avait un gros morceau du bouquin que t'as dans les mains, quoi. Énorme, bravo. Écoute, c'est vraiment une belle histoire et le bouquin est vraiment assez cool parce que évidemment il y a des tas de choses que t'as déjà alors moi je suis assez fou de productivité. Dans ce podcast, il y a ou de life hacks, tu vois, et de se dire comment je peux avoir des raccourcis sur une progression dans un sport ou une progression dans un domaine précis, une compréhension d'un certain nombre de choses. Je suis très curieux aussi et du coup évidemment c'est ce que j'adore. Dans chaque épisode, j'essaye d'avoir un peu les petits secrets de chaque invité. Le problème c'est qu'avec toi, ils sont tous dans le bouquin. T'en aurais trop à me donner, j'imagine, mais c'est hyper intéressant. Je vois j'en avais parlé avec Geoffroy Barrel-Ladir par exemple, l'histoire des 3 post-it que j'ai notés, donc en tout cas des 3 grosses priorités dans une journée avec plein de plus petites tâches, des choses qui sont toujours débattables, des choses qui s'adaptent à certains et pas du tout à d'autres, mais j'avoue que c'est passionnant et ça regroupe quand même beaucoup de choses. On sent qu'il y a une masse énorme de et puis contrairement au bouquin américain, c'est pas enrobé de storytelling et de machin, c'est directement actionnable. J'avoue que c'est un truc qui est vraiment super cool parce qu'en effet que ce soit des bouquins de Tim Ferriss, des bouquins de plein de gens, il y a toujours un bouquin qui va faire 500 pages pour avoir la good value for money, alors qu'en fait sur les 500 pages on va te dire 15 fois la même chose. Ouais. Alors il y a souvent un avantage, il peut y avoir une compréhension à ça, c'est quand ça rentre dans le cerveau un peu plus, on te dit 3 fois la même chose sous des clés différentes avec un exemple, une théorie, un tableau et puis mais du coup tu le lis une fois et c'est bon. Ouais. Nous tu peux le relire plusieurs fois. Ouais. C'est ça. Rachetez-le à chaque fois. Et du coup non et c'est vrai que c'est assez cool, assez direct et ça se dévore vraiment d'une traite. Et du coup, quand vous rentrez là-dedans, parce que dedans j'ai noté 2-3 anecdotes, mais je parle notamment de alors c'était le Zeigarnik. Ouais. Tu vois sur les la psychologue russe voilà. Début du XXe siècle. Vas-y, raconte alors. Ça en gros, donc c'est une psychologue russe qui c'était début XXe siècle qui était à Vienne sur une terrasse en train de boire son café, et puis elle a remarqué quelque chose, c'est que les serveurs qui étaient en train de servir des choses prenaient pas de notes et ils se rappelaient par cœur de toutes les commandes qui étaient prises. Par contre, une fois qu'ils avaient livré les commandes, quand elle leur demandait quelles commandes ils avaient passé avant, enfin qu'est-ce qu'ils avaient, ils s'en rappelaient pas du tout. Du coup, elle a poussé le truc un peu plus loin. On n'a pas décrit tout ça dans le bouquin, mais c'est des choses qui nous intéressent vachement. Elle a fait une expérience avec des enfants où elle leur a tous donné des petites tâches à faire. Fais un collier de nouilles, fais de la pâte à modeler, fais du coloriage. Et certains enfants, elle les a interrompus au milieu de leurs tâches, et d'autres, elle les a laissés faire jusqu'au bout. Et à la fin de la journée, elle a demandé à chaque enfant, alors qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Et en gros, ce qu'elle a remarqué, c'est que tous les enfants qui avaient complètement fini leur tâche, ils se rappelaient pas de grand-chose, et ceux qui avaient des trucs interrompus et pas finis, ils s'en rappelaient 10 fois mieux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en gros, une tâche pas finie, elle va rester dans ce qu'on appelle nous le nuage noir, donc au-dessus de ta tête en permanence, et te créer du bruit et des frustrations. Et c'est pour ça que
il faut au maximum pas démarrer une tâche et pas la finir. Tu vas pas lire un mail si jamais tu peux pas y répondre tout de suite parce que sinon ça te crée du bruit. Et typiquement c'est le truc dimanche à 20h tu travailles genre mince j'ai oublié de faire ça parce que tu vois c'est dans ton nuage noir. C'est hyper intéressant et alors bon j'ai une remarque là-dessus mais et après surtout une question. Mais c'est vrai que sur la remarque, je remarque par exemple quand tu t'endors le soir ou quand tu es alors entrepreneur ou pas, hein, mais que tu as des tas de tâches à faire et que tu as du mal justement à cause de ce nuage noir à t'endormir. Les solutions, c'est soit de temps en temps te dire si ça fait trop longtemps, de régler certaines de ces tâches, si elles sont petites, comme vous le dites aussi, si elles prennent 2 minutes, etc. Tu peux te dire je vais y passer une demi-heure, je vais en régler un certain nombre, ça va me les sortir de ce nuage noir. Ouais. Ou sinon juste de les noter. Exactement. Parce qu'une fois qu'elles sont notées, tu te dis finalement déjà elles sont notées, elles sont sur un disque dur externe, elles sont plus dans ton cerveau. J'ai plus besoin de me les remettre en tête toutes les 10 minutes en me disant c'est vrai qu'il faut que je règle ça, il faut. Donc c'est vrai que c'est hyper important et après toute l'idée et tout ce que vous expliquez c'est la hiérarchisation, la priorisation de toutes ces tâches et c'est hyper important. Comment les exécuter, mais déjà juste les sortir de sa tête et les écrire, que ce soit Evernote, Keep, sur un papier, un post-it. Ouais. Le fait de l'écrire, ça te décharge vachement l'esprit. Et c'est ça qui est super important et qu'on sous-estime. Je montre à Jérôme mes do list et ce que j'ai sous les yeux là. Moi aussi, c'est marrant, on a beau être dans le digital et dans des boîtes comme ça, moi c'est sur post-it ma to-do list. Ouais. Et après je cumule un peu, mais c'est le bordel quand tu commences à cumuler. Écoute, ça c'est vraiment top et je trouve que voilà, moi je vais le refiler. J'ai déjà dit à un de mes associés, Laurent, faut absolument que tu listes ce machin parce qu'en plus nous on est tous un peu aussi chauds sur la productivité. Ouais. Tout ce que t'as dit tout à l'heure je sais que moi j'aime bien nager par exemple. Quand je sors de la piscine, je me dis bon attends, tu sors, tu te rhabilles, tu fais comme ça, tu peux gagner du temps. Je mets la chemise avant le machin parce que je sais que je peux mettre la veste avant d'avoir fermé la chemise parce que tu vois. Voilà. Je vois c'est vrai que j'ai 2-3 tocs comme ça. J'essaie de m'en séparer quand même parce qu'à un moment tu deviens complètement psychopathe. mais voilà. Et du coup. Sur par exemple la concentration par le moins non, ce que je voulais te demander sur cette anecdote par exemple, c'est que vous avez en fait finalement dans le bouquin on rentre pas forcément sur chaque chose en disant c'est un tel ou tel start-upper qui nous l'a dit. Vous rentrez pas forcément dans ce détail, c'est pas forcément intéressant en fait, de toute façon c'est pas ça l'intérêt. En revanche une anecdote comme ça, vous la trouvez où? C'est juste une image, vous allez la chercher, vous la connaissiez déjà ou c'est quelqu'un qui vous la donne? Quelle anecdote? Du docteur Zegarnik. Ça c'est dans les bouquins en fait. En plus d'attendre les conseils des start-upers, c'est quand on a fait beaucoup de recherches, donc beaucoup de bouquins, des articles de blog sur Medium, D'accord. Alors beaucoup d'Américains et dès qu'on repérait un truc qui était vraiment cool, on le gardait. D'accord. Tu vois comme la quote faussement attribuée à Abraham Lincoln qui dit si j'avais 4 heures pour couper un arbre, j'en passerais 3 à aiguiser, à affûter ma hache. Ouais. Sur l'idée de je prépare et je m'organise avant de me lancer dans l'exécution. Tu vois, on l'a trouvé super cool et on l'a mis en intro du chapitre d'organisation. C'est très lean dans l'approche par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. C'est le design sprint, les guides. D'accord. Et donc, parlons par exemple sur le chapitre 2. Là, on a parlé un petit peu d'orga et de voilà, sur tout ce qui est concentration. Ouais. C'est quoi les gros enseignements que t'as tirés là-dessus? Alors, en gros, le problème, c'est, tu vois, plus on avance dans la technologie et dans le temps, plus c'est moderne, et plus, en gros, on est plus esclave des nouvelles technologies que maître. C'est-à-dire qu'on est censé travailler de moins en moins, être plus productif, et en fait, on travaille de plus en plus. Là, sur les 10 dernières années, on travaille 1h30 de plus. Par jour? Non, par semaine. J'ai peur. Parce que en fait, on est sans arrêt sollicité, dérangé, coupé par des notifs. Tu vois, quand t'es focus en train de faire un truc et on te tape sur l'épaule parce que t'es en open space, t'as une notif WhatsApp sur ton téléphone, t'as une notif sur ton Mac d'un mail qui arrive, et du coup t'es interrompu. Ouais. Et je crois qu'en moyenne, un employé est interrompu toutes les 3 minutes, et après il te faut 11 minutes pour replonger dedans. Alors encore plus quand t'es un développeur. Donc le côté concentration, c'est comment est-ce que je reste vraiment focus là-dessus et je me laisse pas déranger. Et les bonnes pratiques, genre les quick wins, tu vois, les trucs rapides à mettre en place, c'est tu vois, moi je pense que c'est le chapitre où je pêchais le plus personnellement. Accélération, j'étais une bonne brute, organisation aussi, concentration nulle. Ouais. Donc énorme marge de progression grâce au bouquin. Tu vois, les quick wins, c'est qu'il faut faire maintenant. Là, en écoutant le podcast, vous prenez votre téléphone, vous le faites directement. C'est couper les notifs du téléphone. Ouais, moi, ce qui me reste, c'est les appels et WhatsApp que j'ai gardé. Mais quand je reçois un mail, je ne le sais pas.
Ouais, moi non plus. Alors ça fait des années. Slack, tu l'as pas laissé par exemple. Et Slack, alors quand je suis au bureau et que je fais d'autres choses, je le laisse. Et sinon, c'est /DND pour Do Not Disturb et ça te passe en silence. D'accord. Quand tu connais le raccourci et t'es plus dérangé. Donc c'est, en gros, le moment où tu veux rentrer dans ta bulle, tes notifs, elles doivent être déjà coupées, ok, par défaut pour pas te déranger. Après, t'as la technique de mettre ton casque, parce que de un, ça envoie un signal à l'open space de me dérangez pas. Ouais. Si quelqu'un vient te taper sur l'épaule, la première fois tu dis bah quand j'ai mon casque, ça veut dire ne me dérangez pas. Parce Je le que mets moi, pas toute la journée, je le mets pendant tout une le monde heure. s'en fout. Hein. Je mets mon casque et puis les gens ils me regardent, mais si t'es au téléphone, je dis non. Bon bah je peux te parler. Ah ouais. C'est pas le signal. Ça... Là, il faut le dire, mais du coup, il faut pas l'avoir toute la journée, sinon tu dilues un peu le truc. Ouais. Mais c'est de dire voilà, je fais ça. Et après dans ton casque, tu peux rien mettre ou tu C'est peux un peu mettre, comme la salle de réunion fermée en fait. Avant t'avais un bureau, tu fermais la porte, fallait pas Exactement. t'emmerder. Exactement. Maintenant tu mets ton casque et on t'emmerde plus. Ouais, en open space, c'est la porte. Et Regarde, après, elle est ouverte ou elle est fermée la porte là. Mon casque, regarde. D'accord. le casque, ça me dérange pas. Mais après, faut le dire, hein, les gens comprennent au bout d'un moment. On met un post-it do not dire DND sur la tête. Sur Ouais, do not disturb. nous, nos devs, ils voulaient avoir une lumière rouge qui voulait dire me dérangez pas et pouvoir l'éteindre sur le truc. Et après, dans ton casque, tu peux mettre de la musique, des bruits d'ambiance, des sons qui permettent d'être plus concentré. Libre à toi de choisir, quoi. Et donc, le casque, c'est vachement bien. Et couper les notifs. Ça a l'air genre un peu minuscule comme truc, mais en vrai, c'est super cool. Énorme. Et surtout les mails. Donc, en gros, mon téléphone, il sonne jamais. Enfin, genre, sauf les appels. Après, je m'occupe du sales, donc quand même, je suis plus réactif. Mais sinon, tu vois, quand je suis en train de faire un truc, si un mail arrive, je le vois pas. Ouais. Et du coup, sur la même approche, essayez. Alors, c'est la règle que je ne m'applique pas. Ok, je ne suis pas le gourou qui est super fort, mais c'est la règle que je conseille le plus de regarder ses mails que 3 fois dans la journée. Ouais, ça je l'ai vu dans l'orga, ouais, en effet. Et ça, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est voir le truc à l'envers, c'est se dire, quand j'envoie un mail à quelqu'un, je suis prêt à attendre combien de temps avant qu'il me réponde. Ok, tu peux te permettre d'attendre 24. Avant c'était 48 heures, maintenant 24 heures. Si t'attends 4 heures pour qu'on te réponde, ça va quoi. C'est pas un coup de fil. Du coup, ça veut aussi dire que quand quelqu'un m'envoie un mail, il peut attendre 4 heures. Donc si c'est le cas, bah, je peux regarder mes mails une fois le matin, une fois l'après-midi et une fois le soir avant de partir. Et le fait de faire ça, bah, ça permet de pas être dérangé pendant que je fais autre chose. Et surtout dépendant de ta boîte mail, parce que ça c'est une dépendance. Moi c'est un truc je m'en suis, là ça y est, ça fait quelques mois que je m'en suis un peu délié, mais du coup, bah quand t'as plus de notifs, t'as plus la boîte mail, etc. Il y a plein de gens qui t'envoient des trucs et puis ils te disent mais t'as pas vu? Et bah non, j'ai pas vu. En fait. Mais je le verrai. Ouais, t'inquiète, Ça va bien se passer. Ouais. Bah, en gros, tes mails, c'est un peu comme tes chaussettes. Tes chaussettes, tu les laves pas. Deuxième verbatim de la journée. Tes mails, c'est un peu comme tes chaussettes. C'est un peu comme tes chaussettes sales, je veux dire. Du coup, tes chaussettes, tu vas pas les laver chaque fin de journée, ok? T'attends d'en avoir plein et boum, tu lances une machine. Ouais. Et tes mails, c'est pareil, tu les lis pas un par un dès qu'ils arrivent au compte-gouttes. T'attends un peu et t'en as, je sais pas, 20, 30, 40 dans ta boîte mail et là, tu prends 1 heure et tu dépiles. Tu peux essayer de faire de l'inbox 0, ça c'est un super truc, mais tu dépiles tes mails et une fois que t'as fait, tu rebosses pendant 3-4 heures. Mais voilà, sur un autre truc. et je pense qu'en effet, parce que moi, à un moment, j'ai essayé de faire l'inbox 0, c'était gros fail de ma part, l'un des plus gros fails d'organisation que j'ai eu. Et, mais l'inbox 0, en l'occurrence, quand tu le fais, mais je pense que c'était un fail parce que j'essayais de le faire en permanence. Ouais. Et du coup, ça devient complètement obsessionnel. C'est-à-dire que tu dois plus avoir de trucs. Tout le monde. Ça, on voit une tâche, machin, ça, j'archive, mais je te le mets dans un autre truc, ça, je le mets dans tel dossier, etc. En fait, t'as une sorte d'obsession d'être au 0, genre, c'est limite stressant, en fait, quoi. Et tout le monde, tous les gens qui passent à l'inbox 0, ils adorent. Donc inbox 0, pour tout le monde, c'est 0 email dans ta boîte mail. C'est ça. Tout est à traiter, en tout cas dans la boîte de réception. Le reste est archivé, mis dans des dossiers spéciaux, des tâches, etc. Voilà. En gros, t'as rien dans ta boîte mail et quand tu regardes tes mails et tu les traites, un mail où tu le lis et y a rien à faire, dans ce cas-là, tu l'archives. Archiver, c'est supprimer, mais je peux quand même y retourner plus tard. Ou tu peux y répondre maintenant et ça prend moins de 2 minutes, donc tu le fais tout de suite. Ouais. Ou ça va prendre plus de temps. C'est un mail qui dit faites-moi une proposition commerciale et il sait que ça va te prendre 2-3 heures. Et du coup, tu le gardes pour plus tard. Ou tu peux te faire un snooze, donc il disparaît, il revient plus tard. Ouais. C'est une tâche. Et le fait de les traiter de cette manière-là, ça fait que ta boîte est tout le temps vide et t'as pas un bruit avec 1 million de mails et c'est les non lus, les ceux que t'as mis en star, etc. Ça, c'est l'approche inbox 0. Et une fois que t'as pris goût à ça, c'est vraiment cool. Tu deviens un peu dépendant et comme toi, moi, je suis tombé dedans aussi. Et du coup, une bonne pratique, c'est de se dire, je suis inbox 0 2 fois dans la semaine. À titre perso, moi, c'est le mercredi et le vendredi soir. Donc, je me permets d'avoir 10, 20, 30 mails dans ma boîte. Là, si je regarde ma boîte, je dois avoir une quinzaine de mails. C'est pas grave. Tu vois, je m'en veux pas. Mais je sais que quand je vais partir du taf demain soir,
ma boîte sera vide et je serai en week-end avec ma boîte vide. Hyper complexant de parler avec des gens comme toi parce que moi je suis inbox 0 à peu près le 5 janvier et le 5 septembre. et puis après je me quand dis, tu craques, tu fais tout sélectionner. c'est ça. Non mais c'est le bordel. Non en fait et finalement c'est pas tant le bordel dans mon truc mais c'est vrai qu'il y a l'orga vient à chacun mais ouais, moi je suis toujours dans une école du mail non lu en fait, et je garde mes mails non lus dans les choses que je mets un peu de côté, et puis tout ce qui est lu ça, ou archivé, et puis voilà je me débrouille. Et dans l'absolu j'oublie rien. Ce qui est très difficile, et vous en parlez à un moment, c'est quand t'évolues dans ta vie professionnelle, et ça je trouvais que c'était bien écrit et bien senti. Au début, en fait, je crois que vous faites un tableau là-dessus. Quand t'es jeune diplômé ou que t'arrives, tu commences à bosser. Souvent, c'est toi. Alors surtout si tu veux un peu de sel, c'est toi qui vas solliciter des gens. Tu comprends pas d'ailleurs pourquoi ils te répondent pas. Tu te dis putain les mecs ils sont voilà. Et en fait, tu vas leur dire ouais est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que machin. Puis t'as pas de réponse. Bon voilà. Et puis en fait, toi t'es jamais sollicité. Et puis arrive un moment où tu commences à être un peu sollicité. Et puis à un moment où tu es ultra sollicité, et surtout avec l'évolution de la vie professionnelle, aux alentours de 35, 40 ans, tu commences à vraiment arriver à une sorte de zeitgeist, tes partenaires, les gens de ta boîte. Exactement. Et du coup, tu reçois 100, 200 mails par jour, et dans tout ce qui est non sollicité en plus, donc des gens, tu leur as rien demandé, quoi. C'est-à-dire que ce matin, j'ai dit à une personne qui voulait me vendre des formations qui avaient l'air très bien, etc. Je lui ai dit, mais en fait, elle me dit, mais comment on peut faire? Parce que je lui dis j'avais pas le temps de lui parler, et je lui dis envoyez-moi un mail. Elle me dit oui mais avant d'avoir un mail je veux, et je lui dis non ne me sollicitez plus, je suis désolé, si un jour j'ai besoin de formation je chercherai, je vous trouverai si vous êtes bien référencé, c'est à vous de vous débrouiller, mais voilà, en fait ça sert à rien parce que je peux pas lui répondre à chaque fois. De toute façon ce que je ferais c'est repousser cette échéance et la repousser, perdre 5 minutes, lui faire perdre son temps, perdre le mien. Mais ce qui est très compliqué c'est d'accepter que en fait quand on sollicite quelqu'un il nous doit rien, il a pas à nous répondre. On va lui demander un bout de son temps, et le temps c'est la chose la plus précieuse dans la vie qu'on ait. On a tous le même quota. Exactement. Pas tous, mais en tout cas il est sur la journée. Sur la journée, oui, c'est ça. Mais sur toute la vie, il est défini à un certain moment, et on peut pas en racheter quoi. Donc du coup faut l'accepter. Mais moi j'ai une tendance à répondre un peu souvent. Et si tu vois par exemple ce podcast. À un moment, comme je l'ai lancé assez tôt par rapport à la vague actuelle des podcasts, je l'ai lancé assez tôt, et finalement il y a pas mal de gens qui se sont lancés, qui me demandaient le matériel, le montage, un certain nombre de choses. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit des posts sur Medium en l'occurrence, pour dire si tu veux lancer un podcast, voilà tout le matériel qu'il faut prendre. C'est le meilleur matos, j'ai éprouvé, ça fait 1 an et demi, voilà. Et du coup après j'ai fait sur les meilleurs podcasts à écouter pour t'inspirer, ou comment je monte dans le détail. Et du coup quand quelqu'un veut me voir pour monter un podcast, je dis ouais, il y a pas de problème, d'abord tu lis ça. Parce que tu vois, en fait, c'est 1 heure d'explication potentielle que je peux donner, que j'économise, qu'il économise. C'est mieux expliqué. Tout est écrit, il y a toutes les références, il y a des liens. Et c'est vrai que c'est voilà. Mais dans les gains de productivité, il y a des petites choses comme ça. Hein. Mais ça, c'est super important. C'est vraiment l'approche de si tu fais un truc plus d'une fois, tu dois l'automatiser. Et si tu leur réexpliquais la même chose à la même personne, toi t'as eu un truc super. T'aurais pu faire un template de mail automatique ou un Medium, encore mieux Medium d'ailleurs. Et tu renvoies les personnes dessus, et du coup tu gagnes vachement de temps, et comme tu dis, tout le monde y gagne. Non, clairement. Super conseil, ouais. Écoute, c'est hyper intéressant. Et alors, si on prend la dernière partie du bouquin, qui est dans l'accélération, ouais, c'est ça. Tu peux expliquer ce que c'est, ce que t'en retiens principalement? Ouais, carrément. Du coup, alors je te demande pas de discloser tout le bouquin, évidemment. Hein, là, tu donnes les gros concepts, mais si vous voulez vraiment tout savoir, je mettrai le lien vers le livre. Ouais, et puis ça serait un peu long pour tout. Ouais. Et du coup, la partie accélération, c'est une fois que je suis organisé, je suis focus, comment je bosse, comment est-ce que je vais plus vite pour faire des choses. Et du coup, c'est un mindset à avoir, donc un état d'esprit, et aussi des outils qui marchent sur Mac, sur Windows, sur Gmail et des choses comme ça. Après, chacun pioche un peu dedans ce qui l'intéresse. Boomerang ou Evernote ou ce genre de choses, ouais. Moi, mon coup de cœur, celui qui me fait gagner le plus de temps, que j'adore. Alors sur Mac, il s'appelle Atext, A-T-E-X-T. Ah, c'est les raccourcis, c'est ça? Ouais. Non, ouais.
Et après, sinon, il y a une extension Chrome qui s'appelle Auto Text Expander, qui fait à peu près la même chose. Donc c'est des raccourcis pour des mots ou des phrases ou des... Alors ouais, c'est ça. En gros, techniquement, ce que ça fait, c'est ça remplace une chaîne de caractères par une autre. Mais ce que ça veut dire en tant que bénéfice, c'est que quand je tape certains mots, ça va les remplacer en entier par ce que je veux. Exemple. Donc, par exemple, mon adresse, souvent, il faut la remplir dans un formulaire ou dans des choses comme ça. Ou quand je fais venir des clients au bureau. Bah moi j'ai un raccourci qui est 2.ADR, le raccourci de l'adresse, et quand je tape 2.ADR, ça remplace automatiquement par 20 rue Saint-Nicolas 75012, bâtiment C, 3e étage, machin. Et une fois que j'ai trouvé que ça marchait bien et que c'était pratique, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je tape plus d'une fois dans la journée ou dans la semaine. Bah déjà mon prénom, dans les signatures, dans les machins. Donc c'est Jérôme. Maintenant quand je tape il y a aucun mot avec 2 fois J de toute façon, ça remplace par Jérôme. Quand je tape DD, ça fait Dumont, JD, ça fait Jérôme Dumont. Quand je fais ciré, enfin 2 points ciré, parce que le mot ciré, tu peux en avoir besoin. Donc 2 points ciré, ça remplace par le ciré de ma boîte. Et j'ai une 150aine de mots comme ça. Putain, faut s'en souvenir, c'est ça le problème. Alors en fait, ce qu'il faut pas faire, c'est les faire tous d'un coup. C'est plus quand je tape un truc, tu vois, on reçoit beaucoup de demandes de stage. Là, on prend pas de stagiaire. Donc j'ai un raccourci qui s'appelle Nope Stage, non stage en gros, qui dit merci pour ta candidature, on garde ton CV sous le coude mais on recrute pas pour l'instant, on reviendra vers toi si besoin, etc. Et ça je le retape pas 10 fois, donc quand je tape Nope Stage, boum, ça remplit le truc. Ce qui est même plus rapide qu'une réponse standardisée finalement. Ouais, enfin, de Google. Ça va encore plus vite. Et en plus, alors quand je suis en train de lire mes mails et je tombe sur ce mail automatique que je reçois, je fais même un send letter qui répond 1 heure plus tard pour pas donner l'impression que j'ai répondu trop vite. Mais et en fait, tu réfléchis à qu'est-ce que tu tapes régulièrement, tu vois, juste des formules, des phrases pour dire voici le devis, je vous accompagne dans la lecture si besoin, n'hésitez pas à revenir vers moi, tout ça. Tu vois, BAV pour bien à vous. J'allais dire CDT pour cordialement, mais personne dit cordialement, c'est fini ça. Mais tu vois l'idée. Et en gros, l'astuce, c'est de pas tous les faire d'un coup, mais régulièrement. C'est une sorte de petit investissement. Donc quand je tape une phrase. Tu vois l'exemple de... T'as mis des insultes pour tes potes un peu ou... Non, j'ai pas... Bah tu vois, j'ai même fait les raccourcis, genre jamais, JMS, tu vois, comme en SMS. Où je suis un peu dyslexique, il y a des mots que je tape, tu vois, bien, pour dire bien, je tape souvent bin, je sais pas, j'ai un caractère qui passe plus vite que l'autre, et le mot bin n'existe pas. Donc j'ai mis dans un texte, quand c'est bin, tu mets bien. Et du coup, si je tape sur ton ordinateur, il y aura plein de fautes, mais sur le mien, il y en a pas. Parce que ça se corrige tout seul. D'accord. Et en fait, le truc, c'est de le faire au fur et à mesure, comme ça, tu t'en rappelles et t'as l'habitude de le faire. Tu vois, mon numéro de CB, c'est pareil, je dois le mettre des fois, je fais 2 points CB, ça le remplit. Et du coup, tout ça, ça peut paraître, tu te dis, non, mais bon, il est complètement, c'est rien, il gagne une demi-seconde, mais en fait, le tout, c'est de les cumuler dans la journée avec plein d'autres choses. Ouais, c'est ça. Et à la fin, en fait, tu gagnes, peut-être que 10 minutes par jour ou une demi-heure par jour. Ouais, non, franchement, sur les pavés de texte qui sont copiés-collés, c'est beaucoup plus, parce que moi, j'écris beaucoup de mails, c'est mon taf. Et du coup, voilà, mais donc, et même si, quand bien même ce serait 10 minutes par jour, ça fait quand même 50 minutes par semaine. 50 minutes par semaine, tu fais 52 semaines, ça te fait, à la fin de l'année, t'as gagné une journée, quoi. Largement même. Et ça, c'est juste sur le truc des raccourcis, mais t'en as plein d'autres. 2. Puis après, c'est de se dire, du coup, est-ce que je pars 10 minutes plus tôt, ou est-ce que je profite de ces 10 minutes pour faire des trucs en plus? Et puis, je sais pas, c'est même le fait de le faire, tu te sens bien parce que tu te dis, putain, j'ai gagné du temps, j'ai fait un truc pratique, quoi. Après, je suis peut-être un psycho. Écoute, voilà. Et du coup, tout ça dans les détails. Et donc, tes 2 associés là sur ce bouquin, Guillaume Declercq et Baudine. Tu vas me dédicacer un bouquin quand même. Hein, du coup, j'ai de la chance. Bien sûr. Ils sont aussi frappadingues que toi là-dessus, quoi. Il y en a un qui est plus extrême ou? En fait, ils disent que c'est moi le psychopathe, ils se moquent de moi, mais c'est vraiment sur le côté, tu vois, petit truc à la con, comme ça. Mais tu vois, Bao sur le côté concentration est beaucoup plus fort que moi. Ouais. Il a une discipline que je n'ai pas. Et Guillaume, pareil sur organisation et concentration. Moi, c'est juste sur l'accélération et les petits trucs de geek que j'arrête pas de leur montrer des nouveaux trucs. Et du coup, on est tous un peu le psychopathe de l'autre. Mais donc, on s'admire tous les 3 parce que tu vois, on nous a posé sur des interviews. C'est qui les gens les plus productifs que vous connaissez? Mais en vrai, moi, c'est mes co-auteurs. Pour de vrai, tu vois, pas pour faire leur promo, mais. Et là, on a un truc WhatsApp où on écrit tous les 3 dedans, qui s'appelle Productivity 2000, parce qu'on a cherché un nom bien nul. Et en fait, tous les jours, on s'écrit des trucs. Ah, j'ai vu ça, il y a ce nouvel outil, il y a tel truc. Et quand c'est bien, on le rajoute pour la prochaine version du bouquin. Vous devriez le mettre en public, ce WhatsApp.
Ouais, mais c'est notre channel privé quand même, on raconte notre truc. Et très bien. Donc ça s'appelle La 25e heure. Ça se trouve partout dans des bonnes librairies, j'imagine, et puis sur Internet, À la évidemment. Fnac et sur Amazon. Ouais. D'accord. Il est pas en Kindle, je crois. Hein. Si. Ah. Kindle. Il est même sur Audible maintenant. D'accord. Audible, c'est la version audio du bouquin. Pour Qui le lit? Qui le lit? C'est l'un de vous ou c'est un auteur? Non, on a utilisé un narrateur qui s'appelle Thomas Jude qui le raconte super bien d'ailleurs. On s'est bien marré à le réécouter. Il utilise des sons, il fait des voix et tout. D'accord. C'est assez marrant. Et du coup, il y a toujours un book e-book ou pas? Un lien, on peut le télécharger, enfin autrement ou en fait, sur notre site, tu peux télécharger le premier chapitre gratuitement. Ouais. Comme ça, tu peux voir si ça te plaît ou pas. Donc le site c'est 25hbook.com. Je mettrai tout ça, ouais. Et comme ça, tu peux juger si ça te plaît ou pas. Et si ça te plaît, bah après, t'as les liens pour aller sur Amazon, Fnac, Kobo, Kindle. Je crois que ça existe sur tous les supports. Très bien. Bah, la plupart des gens qui aiment ce podcast, vous aimerez, je pense, ce bouquin. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir et offrez-le parce que c'est un truc sympa aussi, je pense, à offrir. Et ce qui est assez marrant, c'est que suite au bouquin, on a eu beaucoup de... Donc il y a des entreprises qui nous ont contactés. Ouais, des achats groupés, non? Ouais, des achats groupés pour dire bah tiens, moi je veux, enfin si j'ai 100 employés, que les 100 le lisent et qui sont plus efficaces, même pas de 1 heure par jour comme la sous-promesse du bouquin, mais même de 30 minutes, bah du coup c'est ultra rentable, le ROI est assez dingue. Et du coup suite à ça, on a des boîtes qui nous contactent maintenant pour faire des conférences, qui appellent des interventions, où bah du coup on vient et on a une presse et on raconte des extraits du bouquin plus orientés en fonction de la boîte. Et tu vois, on l'a fait chez Air France, chez Louis Vuitton, chez Bacardi, chez Station F. On le fait mardi prochain chez Partech Shaker. Donc je sais pas si le podcast passe avant ou après, mais ouais, ce sera peut-être après, avant, peu importe. Mais okay. Partech Shaker, de toute façon. Voilà. Et de toute façon, on peut le suivre. Et du coup, et là-dessus, si on veut que tu le fasses dans une boîte, on vous contacte sur contact. Enfin, je mettrai l'adresse email. Ouais, de toute façon, tout est sur le site. Ok. Non, bah super succès, bravo. En plus, tout ça en un week-end, ça c'est du. J'exagère, c'est exagéré le week-end, mais c'est vraiment de la productivité, même dans la promesse de la production de ce bouquin, il y a quand même un truc. Et puis surtout, la boucle est bouclée, quoi. On s'est vraiment éclaté à le faire. C'est vraiment marrant. Et puis on a appris plein de trucs. Quand un sujet te passionne, le fait de plonger dedans, c'est chouette. Et tu vois, en gros, on a bossé sur la raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on faisait ce truc-là? Donc il y a le kiff perso de maintenant je suis un auteur, c'est trop cool. J'ai brillé en société. Mais c'était aussi tu vois, il y a plein de gens autour de nous qui faisaient des burn-out et des machins, et on s'est dit, mais les gens travaillent pas bien, il faut qu'on les aide. Enfin, c'est vraiment honnête, ce que je te dis. Et on voulait rendre aux gens le temps qu'ils perdaient sur des trucs un peu inutiles, sur des tâches pas. Ouais. Et on s'est dit, c'est quoi le meilleur moyen? Et le bouquin, c'est un excellent moyen. Maintenant, quand on fait des confs, c'en est un aussi. Et on va essayer de trouver d'autres moyens pour aider les gens à passer moins de temps sur des trucs débiles, quoi. Et vous allez même sur des trucs assez intéressants, sur le fait que, par exemple, quand ton boss te demande un truc, mais que c'est pas prioritaire pour toi, que c'est pas dans tes tâches, tu lui expliques, quoi. Parce qu'en fait, si tu connais tes objectifs, c'est facile. Voilà. Non, lui, il t'a donné un objectif, tu réponds à ses objectifs à la fin de l'année, tu dois dire, et puis lui, il va te donner d'autres choses à faire. Faut lui dire, bah oui, mais à ce moment-là, on change d'objectif. C'est pas en accord avec mes objectifs. De toute façon, si tu dis pas non, c'est que ou t'oses pas parce que tu veux pas le vexer. Mais du coup, tu vas dire oui et tu vas mal le faire parce que t'as pas le temps, ou parce que t'es même pas au courant de tes objectifs. Mais je me dis que dans certaines boîtes, ça peut être plus compliqué, mais bon. On nous le dit souvent, mais. Et d'accord. Et du coup, parlons rapidement de enfin rapidement, non, mais de ton festival, parce que c'est ton 3e pilier à toi. On s'était donné un certain temps, donc on va y aller. Opal, du coup, sur le terrain de ta mère. Exactement. En Normandie. Donc c'est où en Normandie? C'est, je pense, c'est l'endroit le plus paumé que personne ne connaît. C'est en croisement entre l'Eure, l'Orne et le Calvados. Donc tu vois, c'est des petits villages. D'Alençon, du coup, non, même pas. Non, il y a Bernay, Orbec, l'Aigle. Oh ouais, je connais. Tu connais? Je connais Rugle, l'Aigle. Ok, bah c'est pas très loin de l'Aigle, t'as une demi-heure. Ça s'appelle le village, c'est Lagou-la-Frière. D'accord. Le nom le plus cool. Et en gros, cette idée, elle est venue dans un bar. Non, mais en vrai, non, depuis super longtemps, t'es dans ma bucket list, je voulais organiser un festival parce que c'était cool et j'avais vu Wayne's World 2 et il le faisait, et puis j'ai fait plein de festivals, j'étais au Burning Man, j'étais à Dour, j'étais au Boom Festival, là j'étais au Nowhere, enfin voilà, j'adore les festivals, j'adore ces regroupements de gens qui font des choses ensemble. Et du coup, je parlais avec un pote qui s'appelle Cédric, celui de Fly the Nest dont on parlait, et on s'est dit, ce serait cool d'organiser un festival ensemble. Mais on voulait pas juste faire un regroupement de gens qui écoutent de la musique, puisque ça existe déjà. Ouais. Et vu qu'on est tous les deux passionnés du sujet d'entreprise libérée, de pas de hiérarchie, etc., on s'est dit on va le faire autrement. Et au lieu d'avoir
une orga, des bénévoles, des festivaliers et des musiciens. On va faire un truc où tout le monde est la même chose. C'est un festival participatif. Et du coup, si tu viens au festival, bah c'est autant ton festival que le mien. Seule différence, là, c'est le terrain de mes parents, mais en dehors de ça, il n'y a pas de hiérarchie entre moi ou d'autres gens de l'orga ou d'autres participants, puisque tout le monde est participant. Et en venant, c'est à toi de décider, est-ce que tu veux faire l'accueil, est-ce que tu veux vider les toilettes sèches, est-ce que tu veux être au bar, est-ce que tu veux faire est-ce que t'es un artiste qui va jouer du rock ou de la harpe sur scène, est-ce que tu veux faire un atelier de massage, est-ce que tu veux faire un ventre-glisse ou des paillettes ou de la bouffe pour les gens. Est-ce que tu peux ne rien faire? Bah tu peux ne rien faire, il y a pas d'obligation. D'accord. Mais vu que c'est pas dans l'esprit du festival et que les gens viennent pour ça, ils viennent parce que c'est un festival participatif, bah finalement ils le font. Non, je pose la question. D'accord. Et puis tu vois, bon après il y a toujours plus de gens pour aller au bar que de vider les toilettes. Mais il y a quand même des gens pour les vider qui savent que bah il faut, et c'est d'avoir une sorte de vie collective. Donc c'est la 2e édition cette année. L'année dernière on était 230, cette année on était 320. Et le but c'est pas de finir à... et le but c'est pas de finir à 10 000 non plus, donc tu vois, tout le monde se connaît. Ta mère sera pas très contente en plus. Mais ma mère est super contente. C'est une des participantes les plus actives, elle se balade, elle parle avec tout le monde. Et tu vois, même les gens, en fait, ils s'autogèrent, ils demandent pas l'autorisation. Et j'ai une de mes potes qui est végane, et elle s'est dit tiens, si je faisais de la bouffe végane pour des gens. Donc un peu avant, elle a ouvert une cagnotte Litchi pour dire je vais faire des quiches véganes, qui est chaud. Et plein de gens ont mis de la thune, donc elle s'est retrouvée avec je sais plus 300-400 euros. Et sur le jour du festival, elle a pu ramener plein de légumes et plein de trucs, commencer à faire les quiches. Les gens sont venus l'aider. Ah, tu fais quoi, machin? Et ils se sont posés à côté, ils ont aidé. Et 2 heures après, les gens se baladaient sur le festival à distribuer des parts de quiches aux gens. Et c'était trop cool. Tu vois, c'était pas mon idée, j'ai pas demandé à quelqu'un de le faire. Comme chez One Morphing Studio où les gens prennent des initiatives et tu les laisses faire. Mais il y a une participation quand même. Faut payer parce que j'imagine, tu vois, il y a du matos pour la musique, des choses, il y a une scène, il y a des choses à quand même. Ouais. Alors du coup, il y a des frais dans le festival. On paye personne, il y a pas de prestataire ni rien. Tu vois, les artistes, c'est des participants aussi. Et pour l'entrée du festival, pour l'instant, c'est tu donnes ce que tu veux. D'accord. Donc on a un prix conseillé où on sait que, vu qu'en plus on fournit la bière, donc on avait acheté 1000 litres de bière cette année, qui était super bonne, une super IPA de la Barge, et du coup le prix conseillé c'était 40 euros pour l'électricité, la bière, etc. Donc 40 euros pour 3 jours avec open bar bière, c'est voilà. Donc ça reste, tu vois, en événement privé, etc. C'est les gens qu'on connaît. C'est 4 pintes à Paris, quoi. Ouais, exactement. C'est 4 pintes, c'est ça. Et du coup, les gens, alors il y en a qui ont donné moins parce que ils arrivent que l'après-midi, ou ils sont avec des enfants et qui vont pas boire, et puis d'autres qui ont donné plus parce qu'ils savent que là ça compense, ils vont boire beaucoup, ça va compenser. Et finalement, tu vois, en gros, moi je suis persuadé que l'humain en général est bon au fond. Ok, c'est une sorte de contexte quand les gens agissent mal, mais que tout le monde a un bon fond. Et que ce soit dans ma boîte ou dans le festival ou dans ma vie en général, si tu fais confiance aux gens et que tu les laisses libres d'agir et qu'ils sentent que c'est authentique, ils vont se lâcher et faire des trucs vraiment bien. Et dans le festival, tu vois, la première année, j'imaginais que ça allait être, on va être 100, il y aura un feu de camp, 3 mecs avec une guitare, et que ça allait être ça. Et le fait de dire aux gens, c'est votre festival, le terrain il est à vous, vous faites ce que vous voulez, lâchez-vous. Tu vois, le dimanche matin, je me lève de ma tente et je vois un mec que j'ai jamais vu de ma vie avec un sac poubelle qui ramasse les mégots par terre et les trucs. Je suis allé voir, je dis mais pourquoi tu fais ça? Il dit je sais pas, c'est mon festival, j'ai envie qu'il soit propre, donc je range. Et en fait, les gens, si tu leur fais confiance et tu leur donnes les billes en disant tu fais ce que tu veux, c'est chez toi, ils deviennent créatifs et ils ont fait des fresques participatives de ouf. La scène qui a été construite, elle est monstrueuse. Enfin, je savais pas que c'était possible. Et le fait d'avoir, du coup, on rencontre des charpentiers, donc j'ai appris plein de choses sur le sujet. C'est très proche de Burning Man dans l'idée quand même. Ouais, c'est vachement inspiré, en beaucoup plus petit, mais il y a des mêmes valeurs, tu vois, de Leave No Trace. Il y a pas d'argent sur le festival, donc c'est pas le Burning Man, mais c'est assez proche dans la philosophie, ouais. Ouais, d'accord. Et donc voilà, et c'est pareil chez One Morphing Studio, le fait de dire aux gens, il y a pas de boss, c'est toi qui décides et je te fais confiance, tu vas faire les bons choix. Les gens, ils se craquent et finalement ils sont plus créatifs, et des gens que t'imaginais pas font faire des choses auxquelles tu pensais pas, et voilà, et ça marche. Top. Et donc on trouve des infos sur Opal Festival. Ouais, c'est ça, opalfestival.com, je crois. Et ça se passe quand, pardon? Alors ça se passait, c'est le premier week-end d'août. D'accord. Donc là c'était il y a un mois. Et la prochaine édition, ça sera aussi premier week-end. Le podcast sera écouté pendant des années, donc de toute façon en 2022, quand vous écouterez ce podcast, le premier route prochain, ça existera toujours. Écoute, merci, c'est top. Une belle vision de l'entrepreneuriat, de la vie. À la fois des gens, à la fois t'as aussi
toute cette approche comme ça très libérée, à la fois une sorte d'obsession, on sent sur la productivité, un certain nombre de choses. J'espère que c'est pas trop traumatisant. T'arrives à ça te repose quand même ou ça va, ouais. Ça va. En fait, il faut décomplexer sur la productivité. Et moi, enfin, il y a des journées, tu vois, j'ai fait des après-midi Netflix à rien foutre. Et des fois, je suis au boulot et je passe en mode, je suis sur Facebook ou sur des vidéos. Et il faut décomplexer. Genre, tu vois, on parle dans le bouquin, il y a des méthodes pour lire plus vite, du speed reading et tout. Mais quand tu lis un roman, c'est aussi pour le plaisir. Donc, faut décomplexer. Faut pas automatiser sa vie, quoi. Non. C'est bien juste sur les trucs chiants, les trucs que tu peux automatiser pour gagner du temps, tu le fais. Mais le but de ça, c'est pour plus profiter. Et je passe mon temps à, tu vois, j'ai pris le temps de venir te voir. Au lieu d'être au boulot parce que ça m'intéresse et c'était une bonne expérience. Mais déjà c'est du boulot parce que t'as parlé de ta boîte et t'as parlé de ton donc t'es en mode de représentation, donc on voit t'as les gens qui adhèrent, je pense, aux valeurs de One More Thing ou du bouquin, ben pourront te contacter et se dire moi j'aime bien leur manière de bosser, je veux bosser avec toi. Donc je pense que c'est quand même une partie de boulot. Et après surtout je te rejoins vraiment vachement. Ce qui est assez paradoxal que j'ai réalisé récemment, c'est que en fait, on peut avoir des obsessions alors, comme tu le disais, on bosse de plus en plus. On est toujours sollicité. On a notre téléphone tout le temps. Le week-end, on bosse, etc. Et puis, je compare ça à, en fait, le fait aujourd'hui, avec les technologies, tu te fais livrer chez toi en permanence tout. Donc en un clic, ouais. En un clic, donc ta bouffe, peu importe, tes choses consommables, tout, ton ordi, etc. Tu vas plus chez Darty, tu vas plus chez machin. Tu te fais, si tu veux, faire les ongles, masser, le coiffeur, coiffer, etc. chez toi. Donc tu bouges plus parce que tu dis je veux plus bouger. Et le paradoxe, c'est que comme tu bouges plus, qu'est-ce que tu fais? Tu fais venir un coach sportif chez toi. Parce que tu bouges plus et que tu veux pas te faire chier à aller le voir en fait. Mais il y a un moment, si tu marchais ou si tu voilà, et donc du coup moi tu vois le truc aberrant que je fais, c'est que je peux éventuellement me lever le matin à 6h du mat pour aller courir ou faire du vélo ou nager, et puis dans la journée je me trimballe en scooter. Mais si toute la journée je me trimballais à pied ou en vélo, bah, j'éviterais de me lever 1 heure plus tôt. C'est comme les mecs qui vont en scooter à la salle de sport pour faire du vélo sur place. Exactement. Voilà, mais c'est complètement débile. Mais à la fois, on le fait tous. Ouais. Et la salle de sport et toutes ces choses-là. Et tu vois, le paroxysme aussi, c'est sur le côté. Bon, moi, je suis très finalement méditation depuis quelque temps. Mais on se colle de la pression tout le temps. On se met tellement de pression qu'en fait, pour essayer de t'en sortir et d'avoir tu te mets ton temps à toi en méditant, et je trouve ça très bien. T'arrives à le faire? Tu tiens la méditation? Pas assez à mon goût, mais c'est un working progress, tu vois, et je vois les bénéfices. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, tu t'en rajoutes d'un côté. Donc tu dois méditer, tu vois, c'est pareil que pour le physique, dans le mental, c'est pareil, tu t'en rajoutes d'un côté, donc tu dois te réserver des temps d'un autre pour revenir un temps en arrière. Alors que si tu te mets moins de pression déjà, tu vois, j'en parlais avec un de mes potes, mais moi j'ai une tendance à courir ou à faire du vélo avec Runkeeper tout le temps, enfin peu importe l'application, Strava, etc. Et en fait, depuis quelque temps, j'ai arrêté. Alors, généralement, je le mets, mais en off, sans notif, sans voilà. Ça a changé quoi? Et ben ça change que je me mets plus de pression en fait, parce que je suis pas sportif de haut niveau en fait. Moi j'aime bien faire des triathlons, j'aime bien faire un certain nombre de choses, mais mon but il est de finir, de me donner un challenge. Ouais. Je peux me dire je vais le faire en moins de 5 heures, je vais le faire en moins de X, bon peut-être, mais il y a un moment où en fait aussi tu fais ça pour le plaisir. Pour le plaisir. Et le fait de toujours être capable de partir courir sans te dire je vais faire 10 km en 45 minutes, et le fait de dire je vais faire peut-être 7 km, peut-être 12, en fait je m'en fous, j'en sais rien. Ouais. Et ben il y a un moment et du coup je vais regarder le paysage pendant que je cours. Je vais regarder le paysage, je vais pas me foutre la pression tout le temps. Et voilà, donc c'est la limite aussi, je pense, dans toutes ces choses, sur l'obsession de productivité, de progrès, de choses comme ça, même si tout ça est hyper lié. Mais voilà, c'est encore d'autres discussions qu'on peut avoir pendant des heures. Écoute, 3 choses à retenir, enfin 3 endroits à aller voir: un One More Thing Studio, la 25e heure et le Festival d'Opale. Je te remercie 1000 fois, Jérôme. Mathieu, c'était un plaisir. Et puis je vais oublier plein de questions, mais on les fera une prochaine fois. Je suis sûr qu'on aura une suite aussi. Je dis ça à chaque fois, mais je pense qu'il y en aura. On verra. Entre le 100 et 200e épisode, je ferai revenir pas mal de monde. Ok. À plus, Jérôme. Je te remercie. C'était super cool. À tout le monde, si vous avez aimé tout ça, au-delà d'acheter le bouquin, notez bien cet épisode 5 sur 5 sur iTunes, et puis partagez-le. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie jamais assez. Et je remercie ceux qui l'ont déjà fait, qui écoutent ce message à chaque fois, parce que c'est hyper important. À très bientôt.
Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.